Mesdames et messieurs, je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir dans ce studio de La Pensée et les Hommes, qui se trouve au Centre d'Action Laïque et qui est enregistré grâce au CLAF, deux personnalités de Bruxelles laïque pour traiter d'un sujet qui n'est pas simple, qui parfois fait un peu peur, donc on a tendance à l'occulter, la pauvreté. Alors, Bruxelles laïque, nous les avons déjà invités, bien sûr, sur le plateau de La Pensée et les Hommes. L'association est bien connue, cette régionale est très importante, comme on sait, au Centre d'Action laïque. Mais aujourd'hui, nous allons aborder donc cette thématique bien particulière au travers de deux personnes, Ariane et Samuel. Alors, je vais vous demander peut-être de vous présenter l'un et l'autre, parce que, certes, au niveau de la laïcité, vous êtes connus, mais c'est bien que nos téléspectateurs vous découvrent dans vos fonctions, responsabilités et intérêts. Chère Ariane, peut-être je vous donnerai la parole en premier. Bonjour tout d'abord à tous, bonjour à notre président. Bruxelles laïque régionale du Centre d'Action laïque, vous l'avez dit, j'en suis la présidente depuis très très longtemps. Nous avons fait ce choix de ne pas trop changer notre groupe de management et l'équipe apprécie d'ailleurs d'avoir toujours affaire à des personnes avec lesquelles elle est habituée à travailler, où nous avons un échange tout à fait fluide et agréable. Donc c'est une très bonne collaboration entre l'équipe de terrain et le conseil d'administration, l'organe d'administration, comme on doit dire actuellement. Oui, j'oublie, je n'ai pas précisé que vous êtes juriste, d'où la précision, évidemment, qui vient au bon endroit. Le défaut des formations professionnelles, effectivement. Donc, Bruxelles laïque, depuis plus de 30 ans, s'occupe de choses qui sont très visibles, notamment tout ce qui est culturel, tout ce qui est éducatif. Ne parlons pas du Festival des libertés, des différentes conférences, des débats que nous organisons, mais aussi de toute l'action que nous avons dans les écoles, l'action éducative. Ça, c'est la face visible de l'iceberg. La face peut-être un peu moins visible, mais tout aussi importante, si pas plus, est notre action sociale. Et nous la menons depuis le début, mais il y a eu une évolution. Au départ, nous faisions de l'aide à la réussite pour les enfants dans les écoles ou après l'école. Nous nous sommes rendus compte que des enfants d'origine étrangère avaient des difficultés, on les a aidés, mais on s'est aussi rendu compte que leurs parents avaient les mêmes difficultés qu'eux. Ils ne possédaient pas la langue française. Et donc, de là, on est passé à donner de l'aide aux parents, avec des cours d'alphabétisation et autre chose. En côtoyant ces parents, on s'est rendu compte qu'ils étaient dans de grosses difficultés, que ce soit financières ou autres, ou administratives. Et donc, on a commencé à les aider et à les accompagner dans ces difficultés. Et c'est ainsi que petit à petit, nous avons développé notre action sociale. Au départ, nous avions une boutique de l'emploi, on était fort basé sur la recherche d'emploi, et maintenant, nous avons évidemment vu l'évolution de la situation, et notamment de la pauvreté de beaucoup de nos concitoyens, et beaucoup de non-citoyens aux yeux de la loi belge, mais que nous aidons coûte que coûte, parce que nous ne demandons jamais aux personnes que nous aidons d'où elles proviennent, quelle que soit leur nationalité, leur façon de penser, leurs croyances, leurs convictions. Il suffit qu'elles aient des difficultés et qu'elles fassent appel à Bruxelles laïque pour que nous les aidions. Ça, c'est très important. Donc, nous travaillons bien sûr avec les valeurs laïques et nous espérons que ça transparaît dans la façon de fonctionner et que les gens apprécient cette façon de faire, mais nous ne demandons de carte blanche à personne. Voilà, en gros, comment les choses ont évolué, comment les choses se sont mises en place au niveau de l'action sociale de Bruxelles laïque. Alors vous, Samuel, vous êtes très important dans le dispositif, si j'ose dire, puisque c'est véritablement votre travail au quotidien. Oui, bonjour, Samuel Quachber, donc je coordonne le secteur social de Bruxelles laïque, secteur dans lequel on a différentes activités. Ariane en a déjà un petit peu parlé, on fait de l'accompagnement social global, on fait de l'accompagnement à la recherche d'emploi. Il y a une cellule qui fait de la médiation de dette. On accueille toutes ces personnes. Et puis, il y a aussi un conseiller juridique qui travaille avec nous. Donc, moi, ici, là, je suis là pour parler de cette question à travers le travail de mes collègues et à travers les demandes qu'on rencontre à Bruxelles laïque. Ça, c'est une dimension très concrète. On va y revenir. Peut-être avant d'aller plus avant au travers de
de cas que vous rencontrez, sans citer de nom bien sûr, mais enfin au niveau de problématiques que vous rencontrez sur le terrain, comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui appréhender la question de la pauvreté? J'allais dire en Belgique, mais Bruxelles est quand même un cas aussi particulier par rapport à la Belgique, c'est la plus grande ville, etc. Quelle serait votre sensibilité par rapport à une tentative de définition ou une tentative de déclinaison de ce qui pourrait caractériser la pauvreté? Difficile à définir. On peut dire qu'on est toujours plus pauvre que quelqu'un d'autre. Donc la pauvreté, elle a différents degrés. On perd son emploi, on est pauvre. On n'a plus les mêmes revenus, on est pauvre. Mais la grande pauvreté, c'est celle dont nous nous préoccupons, surtout à Bruxelles laïque. Elle consiste à des cas bien plus dramatiques où les gens n'ont rien pour survivre. N'ont pas de logement ou cherchent du logement, n'ont pas de revenus, n'ont pas de solution pour des tas de choses, n'ont pas accès aux soins de santé, n'ont pas de papier en ordre, ils ne peuvent rien revendiquer, rien demander. Donc pour nous, la pauvreté, c'est plutôt l'extrême pauvreté dont nous parlons. Et alors, il y a évidemment, et ça Samuel vous l'expliquera, il y a de nouvelles formes de pauvreté. Mais ce que j'avais envie de dire dans la façon dont Bruxelles laïque intervient, ce que nous cherchons essentiellement, c'est d'aider les personnes à s'émanciper et essayer de les accompagner dans l'acquisition d'une certaine autonomie. Ça, ce sont deux grands volets très importants, c'est l'émancipation et l'autonomie des personnes. C'est vraiment nos buts principaux. Alors, il y a toutes des techniques pour y arriver, bien sûr. Et émancipation, dans quel sens? Dans le sens d'arriver par soi-même à se débrouiller. On leur apprend à faire les démarches, on leur apprend, on ne fait pas les choses pour eux, on travaille avec eux pour leur apprendre à faire les choses. C'est un accompagnement. Donc ce n'est pas, on ne dit pas, ne vous inquiétez pas, on va régler votre problème. Non, on travaille avec les gens pour leur apprendre à devenir autonomes et à se débrouiller. Alors, je fais un peu l'avocat du diable parce que c'est un peu mon rôle, mais moi j'aurais tendance à dire, si j'étais le téléspectateur lambda, mais en Belgique nous avons quand même des CPAS, nous payons des impôts extrêmement importants pour qu'il y ait une aide sociale qui soit donnée aux plus démunis. Nous nous vantons, nous nous piquons d'être une des terres au monde les plus ouvertes à cet endroit. Alors, que vient faire la laïcité dans cette aventure? Elle répond aux cas qui n'ont pas accès aux administrations, aux cas qui ne sont pas reconnus, aux cas qui n'ont d'aide nulle part ou qui ne savent même pas comment aller s'adresser au CPS. C'est-à-dire? Tu peux peut-être en fait, à Bruxelles laïque, avec ce vœu d'émancipation pour tous, on a pris en considération le fait que des obstacles matériels à l'émancipation sont très importants et on a voulu s'attarder aussi sur ces questions-là, de ne pas seulement fonctionner sur une sensibilisation ou une transformation de la pensée des personnes, mais aussi de donner les moyens à des personnes qui n'ont pas eu les mêmes chances que d'autres pour des raisons soit de parcours de vie, soit parce que elles ont rencontré des difficultés de migration ou autres. Et donc, l'idée, c'était aussi de pouvoir accompagner ces personnes pour essayer d'atténuer au maximum les obstacles matériels, que ce soit l'apprentissage du français, pour pouvoir fonctionner dans notre société, accéder à un emploi, pouvoir gérer son argent, pouvoir accéder à ses droits. C'est toutes des questions qui peuvent empêcher les personnes d'accéder à une plus grande liberté par rapport à elles-mêmes. Et quelles sont les personnes qui viennent et qui viennent spontanément vers vous? Parce qu'enfin, moi, je me mets dans la peau de quelqu'un, par exemple, supposons, qui arrive en Belgique, il n'a pas de papier, il ne connaît pas très bien ce pays, il ne connaît pas nécessairement très bien les langues qui sont pratiquées. Bon, spontanément, je ne me dirige pas vers un machin, entre guillemets, qui s'appelle Bruxelles laïque, je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc comment est-ce que ces personnes arrivent vers Bruxelles laïque et là bénéficient d'une aide? Ça, c'est la force de la pratique. Les personnes, soit sont orientées par le réseau qui nous connaît, soit le bouche à oreille fonctionne très très fort. On est situé près de la place Roupe. On dit de ce quartier que tous les primo-arrivants qui passent
qui arrivent en Europe passent par ce quartier. C'est une vue de l'esprit, mais et donc il y a un très fort bouche à oreille entre les personnes qui se parlent à la fois des cours d'alphabétisation et d'apprentissage du français, à la fois pour le travail du secteur social. Et donc on peut observer que régulièrement il y a des vagues de nationalités qui fréquentent pendant quelques années. Il y a une population qui vient parce que les personnes se parlent entre elles, disent il y a ce service qui existe, service qui est ouvert aux tout venants, donc on n'a pas de conditions d'accueil des personnes, et donc quelqu'un de sans papier, n'importe qui peut arriver et faire une demande dans notre service. Et de façon générale, oui. Je voulais peut-être rajouter une petite chose, c'est qu'on a une spécificité. Nous avons une grande équipe qui fait sûrement plus de 45 personnes. Je ne sais pas en équivalent temps plein ou pas, mais bon, disons 45 personnes. Et dans cette équipe, il y a un nombre très important de nationalités différentes. Donc, de personnes qui connaissent des langues différentes et qui peuvent aider les premiers pas des personnes, des primo-arrivants et des gens qui sont là et qui sont très démunis parce qu'ils ne disent pas un mot de français. Donc, je pense que notre équipe aussi est constituée de telle sorte qu'elle puisse attirer les personnes en difficulté. Et ça c'était une décision stratégique. Ça se dit, ça se connaît. Et bon, de par la situation géographique, c'est vrai qu'on n'est pas situé à la plaine des Manœuvres, au Cal, où là, on ne voit pas énormément de personnes très pauvres se promener sur le trottoir. On n'en voit pas beaucoup d'autres non plus, d'ailleurs. C'est assez isolé. Mais à Bruxelles, là, en plein centre, fatalement, ça passe tout le temps. Donc, il y a plein de choses écrites sur notre façade, dans toutes les langues. Donc... Je crois qu'il y a une vitrine, au sens premier du terme, qui permet aux gens de franchir la porte sans appréhension. Et comment cette décision s'est prise au sein de cette régionale du Cal, j'allais dire de se spécialiser, c'est un mot pas très heureux sans doute, dans cette approche de la société. C'est venu déjà il y a longtemps. C'est parce que vous avez véritablement ressenti une urgence? J'ai raconté tout à l'heure, l'évolution, c'est vraiment ça qui a fait que petit à petit on y est arrivé. On a commencé par l'aide de l'apprentissage du français aux enfants, donc, et puis on a vu leurs parents, puis bon, et on a vu les difficultés. Donc c'est vraiment par les enfants? Oui, on a commencé par ça, on a commencé par l'aide scolaire aux enfants. Et aussi la cohérence de se dire, mais l'émancipation, les obstacles de l'émancipation, c'est pas seulement des obstacles culturels, religieux, c'est aussi des obstacles matériels. Ah oui. De se dire, voilà, il faut aider les personnes totalement pour qu'elles puissent accéder peut-être à une autre forme d'existence. Et les moyens viennent de quelle façon? Il y a des différents financements. Il y a des financements via la COCOF, via Actiris, via la laïcité. La laïcité ayant été reconnue, nous recevons aussi des subsides via le ministère de la Justice. Donc, oui, bien sûr. Depuis que nous sommes subsidiés, que nous avons pu engager du personnel, que ce n'est plus uniquement un travail de bénévole. Au départ, Bruxelles Laïque a commencé, comme le Cal, comme toutes les régionales, uniquement avec des bénévoles. J'étais déjà là à l'époque. Il y a eu tout un travail qui a dû se faire pour que ces bénévoles acceptent qu'on vienne prendre leur part de travail, que des travailleurs rémunérés. Donc on a vraiment vécu cette transition et maintenant on n'imaginerait plus de ne pas avoir de personnel formé et spécialisé et adéquat pour pouvoir encadrer toutes les populations qui ont besoin de nos services. Donc c'est très professionnel finalement comme approche. Ce n'est pas qu'un bénévolat. Parce que je voulais le bénévolat maintenant ce sont que les administrateurs. Toute l'équipe est professionnelle et rémunérée. Alors, moi, une chose qui me fascine assez bien au niveau de ce travail, c'est que ça nécessite véritablement une grande expertise. C'est pas que d'assistanat social, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est tout à fait combiné et intégré, extrêmement précieux. Et au fond, au travers des modes de subside que vous avez très brièvement décrits, on voit bien que vous êtes important aussi pour les pouvoirs publics. Je pense qu'on est reconnu, effectivement. C'est quelque chose de tout à fait essentiel à entendre, me semble-t-il. Alors, vous avez maintenant une perspective, je veux dire, une évolution à la matière. Comment avez-vous vu évoluer la notion de pauvreté depuis le début de cette pratique à aujourd'hui?
En tout cas, ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que les crises successives qu'on a vécues ces dernières années, je pense même à la crise financière de 2008, évidemment la crise sanitaire, la crise énergétique, on voit une évolution de la société. On est comme dans un moment de bascule et de mutation. Je vais parler ici de la fracture numérique grandissante, parce que il y a quelque chose là qui nous parle d'un nouveau type de pauvreté qui serait la capacité des personnes à accéder à leurs droits. Et on est frappé de constater que des personnes qui étaient en capacité d'aller dans une administration, d'aller à leur banque, d'aller, que ce soit au syndicat, d'aller dans toute une série de services, sont maintenant empêchées parce que la crise sanitaire a accéléré le mouvement vers le télétravail, accéléré le mouvement vers la digitalisation des services. Et c'est maintenant le réflexe premier pour toutes ces administrations, c'est d'orienter les personnes vers la digitalisation, ce qui entraîne que souvent ces personnes ne sont pas en capacité. C'est pas tellement qu'elles sont pas en capacité matérielle uniquement ou en incapacité de connaissance d'utilisation, c'est surtout qu'il y a une perte du lien humain. C'est pas la possibilité qu'on avait avant d'aller au guichet, de discuter avec quelqu'un, de comprendre, même peut-être d'utiliser l'application bancaire avec un employé de banque ou l'application MyFin avec un employé de l'administration. Aujourd'hui, tout ce travail-là est reversé vers les services sociaux qui avaient déjà une charge de travail énorme et qui aujourd'hui se retrouvent avec cette charge supplémentaire. Et donc, la réflexion dans le réseau, c'est pas de dire on est contre cette digitalisation, mais c'est surtout qu'on est pour le maintien de l'ouverture des guichets, le maintien de l'accès à une permanence téléphonique. Et donc, j'en parle comme une nouvelle pauvreté parce que ça nous dit ce que le lien social est en train de perdre, ce qui est en train de se passer là. Et je peux l'étendre, par exemple, à la facilité maintenant qu'on peut avoir pour obtenir un crédit financier. Avant, il fallait se rendre dans une agence, il fallait rencontrer quelqu'un, pouvoir discuter, justifier. Aujourd'hui, en quelques clics sur Internet, vous pouvez avoir un crédit. Et on est là face à une société qui s'est fort accélérée. À 18 ans, j'obtiens la majorité. J'ai pas nécessairement eu une éducation là-dessus, un enseignement sur qu'est-ce que ça représente de signer un crédit, qu'est-ce que ça représente, quelles sont les conséquences. Et donc aujourd'hui, tout ça se fait très très facilement, très rapidement, et on se retrouve par exemple dans un service de médiation de dette avec des personnes qui viennent avec de multiples crédits, avec des factures incommensurables, et les collègues à la fois de mon équipe et à la fois du réseau témoignent du fait qu'il y a 10 ans, quand quelqu'un venait en médiation de dette, il y avait très souvent moyen d'organiser les choses. Aujourd'hui, les personnes arrivent avec de tels gouffres financiers que on parle de disponible, donc ce que la personne a dans son budget de disponible pour rembourser ses dettes. Souvent, ça rime à rien du tout. Et donc, peut-être ouais. Un petit exemple aussi qui, moi, m'a fort interpellée, c'est aussi les aberrations au niveau des administrations. Alors, l'exemple que je vais vous donner, il est très simple. C'est une famille assez démunie, qui a des enfants qui suivent une scolarité. Et pour pouvoir permettre au fils aîné de suivre des études supérieures, ils voudraient bien obtenir une bourse, puisqu'ils n'ont pas les moyens de payer ces études. Ils font la demande. On leur dit qu'il faut le faire par ordinateur. Ils n'ont pas d'ordinateur parce qu'ils ne sont pas assez riches pour avoir un ordinateur. Donc, ils se retournent vers un service social. Et l'assistant social introduit la demande à l'administration. Et l'administration répond « Vous ne pouvez pas avoir votre bourse parce que la demande ne vient pas de votre PC. » Voilà encore un exemple flagrant qui prouve qu'il y a des tas de choses au niveau de l'administration qui ne tournent pas rond. Alors, l'histoire des crédits... on les obtient facilement, mais il y a aussi des crédits qu'on ne parvient pas à obtenir et pour lesquels, avec une négociation, on aurait peut-être pu prouver qu'on avait vraiment besoin de ce crédit et qu'on pourrait peut-être quand même le rembourser. Si c'est la machine qui répond et qu'on n'est pas dans les critères et les algorithmes, ce sera non. Donc voilà, tout ça, effectivement, ça entraîne des difficultés nouvelles qu'on ne croisait pas avant. Donc on a là à la fois une précarisation des personnes
et une précarisation des services sociaux, qui se retrouvent avec une masse de travail grandissante et des personnes qui, avant, je disais, allaient de service en service. En réfléchissant à cette question, je me disais, mais en fait, on est en train de faire que les services sociaux vont devenir les intervenants principaux de toutes les personnes. Il y a aussi pour moi une forme d'inquiétude, d'une violence institutionnelle. Si chaque fois que j'ai une démarche à faire administrative, je peux m'adresser toujours qu'au même service, si ça se passe mal, voilà, il peut y avoir des difficultés dans le service, à qui je m'adresse d'autres? Avant, je pouvais avoir plusieurs intervenants, Un autre exemple qu'on vit très fort dans le service, c'est au niveau de la recherche d'emploi. On voit que maintenant, les personnes ne souhaitent plus faire du temps partiel. Le temps partiel n'est plus suffisant. Les personnes ont besoin d'un temps plein pour vivre dans la société aujourd'hui. Dans les ménages, dans les couples, les deux membres du couple doivent travailler. Sinon, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. On voit aussi, par exemple, dans le secteur du nettoyage, des personnes qui veulent changer de travail, qui souvent n'ont pas les compétences. Nous, on travaille avec des personnes qui sont très souvent infraqualifiées. Mais ce secteur du travail est tellement pénible, tellement difficile, qu'elle cherche à en changer. Donc, il y a cette dimension-là de la nouvelle pauvreté, c'est qu'un travailleur n'est plus assuré d'avoir des bonnes conditions à la fois de travail et à la fois des bonnes conditions financières qui lui permettent de vivre. Donc, être employé, être salarié ne suffit plus à avoir une garantie d'une vie convenable. C'est vrai que c'est un peu l'intérêt de cette émission, parce que le slogan qu'on a entendu pendant des années, c'était, quand on parlait de la pauvreté, donc à travailler, il faut disqualifier l'autre, parce que soi-même, on se voyait au-dessus, vertueux par rapport à un autre qui, lui, ne l'était pas. Une façon très commode, évidemment, de se dédouaner et de dire « donc, je ne leur dois rien ». Aujourd'hui, on se rend compte que ces nouvelles formes de pauvreté, elles peuvent toucher chacun d'entre nous. C'est-à-dire celui qui travaille, celui qui se dit qualifié, celui qui a un revenu, ce revenu peut ne pas suffire à lui garantir une vie, admettons, digne de ce nom que vous avez en quelques mots résumé tout à l'heure, dans laquelle nous nous identifions tous, un logement plus ou moins correct, du chauffage en hiver. Mais il peut perdre ce travail aussi. Des choses toutes simples, mais des choses qui font que sans ça, il n'y a pas de vie digne de ce nom. Alors ça, vous mesurez vraiment cette évolution sur le terrain. Est-ce que vous vous rendez compte aussi qu'il y a un changement d'écoute et de regard du citoyen par rapport à cela? Je crois qu'il y a un exemple qui n'a pas encore été cité et qui est aussi une source de pauvreté future, éventuelle. Ce sont toutes ces plateformes qui emploient, sans contrat de travail, des personnes pour faire des livraisons, que ce soit des livraisons de comestibles, ou que ce soit des taxis, ou que ce sont des personnes qui travaillent pour une plateforme, mais qui doivent rester indépendants, qui n'ont pas un contrat et qui peuvent perdre leur boulot sur simple mauvaise évaluation du client. Ils peuvent perdre leur boulot du jour au lendemain, sans motif. Et donc se retrouver plongés immédiatement dans ce que nous appelons maintenant les nouvelles formes de pauvreté. C'est beaucoup plus direct que ce qui se passait avant, où il y avait quand même des règles, des lois qui prévoyaient des préavis, des mises en demeure, etc. Maintenant, les choses se passent du jour au lendemain. Et je crois que ça, c'est aussi à tenir en compte, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce type de travail. C'est un facteur essentiel, en effet. Par rapport à votre question, nous, le public avec lequel on travaille, comme le disait Ariane, c'est des personnes qui ne sont pas dans la classe moyenne. Et donc, on n'est pas encore confronté avec ce public-là. Peut-être que dans les années à venir, ces personnes viendront vers Bruxelles Laïque, mais actuellement, c'est pas nos services. On n'est pas connu pour ça, on n'a pas vraiment pignon sur rue sur cette question, donc on ne peut pas vraiment déjà observer, sauf dans les exemples que je donne, où on voit que il y a des logiques. Peut-être qu'au niveau de la médiation de dette, on voit quand même que les personnes, comme je disais, arrivent avec des dettes beaucoup plus importantes qu'il y a 10-15 ans. Et ces personnes qui viennent vers vous, que vous aidez finalement, qui dès lors, comme tous les humains, n'ont pas une forme de reconnaissance par rapport au travail que vous avez effectué, mais il y en a certainement un certain nombre qui gardent une reconnaissance et un attachement par rapport à cette institution finalement qu'est Bruxelles Laïque.
est-ce que vous les revoyez après, mais cette fois-ci dans des activités, vous me voyez venir avec ma petite idéologie laïque, dans des activités laïques au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire dans un engagement qui est conforme au mouvement laïque? Pas nécessairement, mais ça arrive, hein, c'est tout à fait possible. Ce qui est aussi très très courant, c'est qu'ils parlent de nos services et de la qualité de nos services à d'autres personnes qui sont dans le besoin et que par ce bouche à oreille, il continue à nous arriver des personnes de façon spontanée. Ça, c'est clair. Mais bon, on en a certaines qui continuent à travailler avec nous, notamment pour faire des expositions. On a eu tout récemment le cas. On a une équipe de personnes qui étaient dans les cours alphabétisation et qui, ensemble, ont collaboré avec une de nos partenaires à mettre sur pied une très jolie exposition. C'est des choses qui se font, effectivement. Ou bien, pour le moment, on a une exposition qui est en cours et qui est l'initiative du GZEC, donc c'est le groupe solidaire d'expression citoyenne. C'est un groupe qu'on a mis en place il y a une dizaine d'années pour travailler la question de l'emploi, la question de la valeur travail dans notre société. Ce groupe a valeur à la fois solidaire de permettre à des personnes d'avoir un espace de parole sur cette question, et à la fois l'intention est qu'ils puissent avoir une action politique sur leurs conditions de demandeurs d'emploi ou de personnes citoyennes en réflexion sur la question de l'emploi. Et un des aboutissements de ce groupe, c'est que pour le moment, il y a une exposition qui présente à la fois des témoignages de personnes demandeuses d'emploi ou, comme je dis, de personnes ayant quelque chose à dire de la question de l'emploi dans notre société. Et donc, de comme ça mettre en valeur le travail d'une artiste photographe, ses témoignages à travers cette question de l'emploi. Donc ça, on essaye d'aller vers ce genre d'initiative, effectivement, que les personnes qui viennent vers Bruxelles Laïque pour la dimension sociale puissent aussi profiter de l'action plus sociopolitique qui est aussi présente à Bruxelles Laïque. Et cette exposition pourrait, par exemple, se tenir aussi dans des maisons de la laïcité ou des associations laïques du membre du mouvement laïque. Ce n'est pas réservé à Bruxelles. Absolument. Voilà, on l'a pensé de manière à ce qu'elle soit mobile. Oui. Nos téléspectateurs peuvent s'adresser à vous, et moyennant évidemment le protocole de transmission d'exposition pourrait en bénéficier. Tout à fait. Il y a souvent des expositions qui se font dans certaines régionales et puis qui voyagent. Hein. Ça, c'est une habitude qu'on a entre régionales, ducales. Oui, c'est pour ça que je posais la question, pour voir si c'est accessible, oui. Tout à fait. Oui. Alors, un mot peut-être, pour conclure, un de vous deux qui se sent de taille à dire quelle est la croisade que nous devons mener demain. Le mot croisade est un peu délicat au niveau laïque, mais enfin, le combat que nous devons mener. Je crois que le combat est loin d'être terminé et qu'au contraire, il s'amplifie et que plus on aura de moyens pour aider ces personnes, mieux ce sera. Donc on peut se tourner vers Bruxelles Laïque si on est de bonne volonté et si on veut aider. C'est un message à faire passer quand même. Tout à fait. Oui, tout à fait. Eh bien, les coordonnées de Bruxelles Laïque vont bien sûr apparaître à l'écran pour ceux qui veulent se tourner vers vos activités, qui sont aussi nos activités, au fond d'un certain point de vue, qui veulent venir en aide aux plus démunis et à ceux qui pourraient être précarisés. Et songeons toujours, mesdames et messieurs, que ce n'est pas l'affaire de quelques personnes quelque part à Bruxelles, mais c'est chacun d'entre nous, chacune d'entre nous qui peut être touchée demain au travers de lui-même, de ses proches, par la pauvreté. Et je ne saurais trop remercier nos amis de Bruxelles Laïque du travail qu'ils sont en train de mener en faveur des plus démunis et en faveur d'une définition de la laïcité ouverte, concrète, au bénéfice du plus grand nombre. Merci de votre attention.